Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part pour un voyage assez incroyable, je dois dire. On va passer du monde qu'on voit tous les jours, tout ce qui nous entoure, pour descendre, jusqu'aux briques les plus fondamentales de la matière. Alors, attachez-vous bien, on plonge au cœur de l'atome. C'est parti! Oui, regardez juste autour. La table, l'air qu'on respire, notre propre main. Tout ça, ça a l'air si plein, si solide, n'est-ce pas? Mais imaginez un instant qu'on ait un super microscope et qu'on se mette à zoomer encore et encore, des millions de fois. Qu'est-ce qu'on verrait à la fin? Eh bien, c'est exactement la question à laquelle on va répondre ensemble. Alors, commençons par le tout début, la base, la matière. En gros, c'est le mot scientifique pour dire tout ce qui existe physiquement. Et là, tout de suite, première grosse surprise, la matière, ce n'est pas du tout une sorte de pâte lisse et continue. Non, en réalité, c'est un assemblage de milliards et de milliards de toutes petites particules. Et donc, ces particules, elles s'organisent pour créer absolument tout ce qu'on connaît. Par exemple, on peut avoir des substances faites d'un seul type de molécules, comme l'oxygène O2 qu'on respire, ou alors des molécules qui sont elles-mêmes un assemblage de particules différentes, comme l'eau, le fameux H2O. Mais dans tous les cas, si on continue de décomposer, on arrive toujours à la brique de base, la particule ultime. Et cette brique, c'est l'atome. Ok, donc première étape de notre exploration, on quitte le monde visible pour plonger dans le royaume de l'infiniment petit, à la recherche de ces fameuses particules. Et la voilà, enfin, l'atome. Alors, un atome, c'est quoi au juste? C'est tout simplement la plus petite partie d'un élément chimique, que ce soit l'or, l'oxygène, le carbone, qui garde encore toutes les propriétés de cet élément. Si on le casse, ce n'est plus du carbone. En fait, c'est un peu comme si c'était les lettres de l'alphabet avec lesquelles tout l'univers est écrit. Mais on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, évidemment. Si l'atome, c'est une lettre, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Allez, on continue notre zoom, on va voir ce qui se cache au cœur de l'atome. Alors voilà, on a une image qui nous montre la structure générale. C'est assez simple en fait. Tout au centre, on a une petite boule très dense, ça c'est le noyau. Et puis autour, dans un espace qui est en fait immense à cette échelle, on a les électrons qui bougent partout. Et juste pour avoir une idée de la taille, l'atome entier, c'est à peu près un 10 milliardième de mètre. C'est juste inimaginablement petit. Et c'est là que ça devient complètement fou. C'est ce contraste entre les deux. Pour se faire une idée, imaginez un stade de foot. Le noyau de l'atome, ce serait une petite bille posée au milieu du terrain. Et les électrons, ce seraient des grains de poussière qui se baladent quelque part, tout là-haut dans les gradins. C'est dingue, non? Le noyau, c'est 99,9% de la masse, mais c'est le nuage d'électrons qui prend 99,9% de la place. Ce qui veut dire qu'un atome, et donc toute la matière, est en fait constitué à 99,9% de vide. Bon, maintenant, qui sont les habitants de cet atome? Dans le noyau, on a deux types de particules. Les protons, qui ont une charge électrique positive, et les neutrons, qui, comme leur nom l'indique, sont neutres. Ils ont à peu près la même masse tous les deux. Et puis dans le grand vide autour, on a les électrons. Eux, ils ont une charge négative. Et ce qui est marquant, c'est qu'ils sont tout petits, presque 2000 fois plus légers qu'un proton. Et comme un atome est globalement neutre, il y a toujours autant d'électrons que de protons, le plus et le moins s'équilibrent. Ok, on a les pièces du puzzle. Protons, neutrons, électrons. Mais alors, comment ça se fait qu'un atome soit un atome de carbone et un autre un atome d'oxygène? Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui leur donne leur identité? La réponse est d'une simplicité désarmante. C'est le nombre de protons. Uniquement et seulement le nombre de protons. C'est la règle d'or. Prenez un atome avec 6 protons, ce sera toujours du carbone, quoi qu'il arrive. Un atome avec 8 protons, c'est de l'oxygène. Point final. Ce nombre, on l'appelle le numéro atonique, Z. C'est vraiment la carte d'identité de l'atome. Impossible de la falsifier. Du coup, quand on dit l'élément hélium, par exemple, ce dont on parle en réalité, c'est de la grande famille de tous les atomes qui existent dans l'univers et qui ont une chose en commun. Ils ont tous, sans exception, 2 protons dans leur noyau. Bon, maintenant que les bases sont posées, on va ajouter un petit quelque chose qui vient pimenter un peu les choses. Les isotopes. On pourrait les voir comme des sortes de saucis, des jumeaux, qui sèment un peu le trouble dans la famille. Alors, petite question piège. On vient de dire que l'identité, c'est le nombre de protons. Mais est-ce que c'est possible d'avoir deux atomes du même élément, disons du carbone, qui n'auraient pas exactement la même masse? Eh bien, la réponse est oui. Et c'est ça un isotope. C'est tout simple, ce sont des atomes qui appartiennent au même élément, donc ils ont bien le même nombre de protons, ça ne change jamais, mais ils n'ont pas le même nombre de neutrons dans leur noyau. Et comme les neutrons s'apaisent, eh bien, ils ont des masses un peu différentes. Et l'exemple de l'hydrogène ici est parfait pour comprendre. Regardez, l'hydrogène le plus commun, c'est juste un proton et 0 neutron. Simple. Mais il a des cousins. Le deutérium, lui, a toujours un proton, mais il a aussi un neutron. Et le tritium, encore un proton, mais cette fois avec 2 neutrons. Ce sont bien tous les trois des atomes d'hydrogène, parce qu'ils ont tous un proton, mais ce sont des isotopes différents. D'accord, donc on a compris. Pour un même élément, on peut avoir des atomes avec des masses différentes à cause de ces fameux isotopes. Mais ça pose une question très pratique, non? Pour un chimiste dans son labo. Comment on fait pour peser ou pour compter des milliards de particules qu'on ne peut même pas voir? Comment savoir avec quoi on travaille exactement? Évidemment, impossible de les compter un par un. C'est comme si on essayait de compter les grains de sable sur toutes les plages du monde. Du coup, les scientifiques ont eu une idée de génie. Ils ont inventé une unité de comptage, une sorte de paquet. C'est un peu comme quand on achète des œufs par douzaine, ça va plus vite que de dire je voudrais 12 œufs. Eh bien, les chimistes, eux, ils comptent les atomes par paquet. Et alors attention, accrochez-vous bien à la taille de ce paquet. C'est ce nombre-là, un nombre absolument astronomique, 602 200 milliards de milliards. On appelle ça le nombre d'Avogadro. Et ce fameux paquet, il a un nom officiel, c'est la mole. Une mole, c'est tout simplement un paquet qui contient ce nombre magique de particules. Que ce soit une mole d'atomes de carbone, une mole de molécules d'eau, ou une mole de n'importe quoi d'autre, il y en aura toujours 6,022 fois 10 puissance 23. C'est l'unité de mesure de base pour les chimistes.
Alors comment on fait le lien entre tout ça? C'est là que nos isotopes refont leur apparition. La masse d'une mole, ce qu'on appelle la masse molaire, eh bien elle doit tenir compte de l'existence de ces isotopes. L'exemple du chlore ici est parfait, regardons ensemble. D'abord, on voit qu'il y a deux isotopes principaux dans la nature, le chlore 35 et le chlore 37. Ensuite, on regarde en quelle proportion ils existent. On découvre qu'environ 75% du chlore sur Terre est du chlore 35 et les 25% restants du chlore 37. Donc, pour trouver la masse moyenne d'un atome de chlore, on ne fait pas juste une moyenne simple, non, on fait une moyenne pondérée. On prend 75% de la masse du premier, on ajoute 25% de la masse du second, et hop, on arrive au résultat final, 35,5 grammes par mol. Ce n'est ni 35 ni 37, mais une moyenne. Et c'est ce chiffre-là que vous retrouvez dans le fameux tableau périodique des éléments. Voilà, on a vu que l'atome c'est la brique fondamentale de tout ce qui nous entoure et que son identité est gravée dans son noyau. Mais ça nous amène à une dernière question, une question un peu vertigineuse. Le mot atome vient du grec atomos, qui veut dire insécable, qu'on ne peut pas couper. Pendant des siècles, on a pensé que c'était la fin de l'histoire. Mais alors, que se passerait-il si on parvenait, malgré tout, à briser cette brique, à casser le noyau lui-même? Eh bien ça, c'est le début d'une toute autre aventure, celle de la physique nucléaire.